Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts que nous consacrons aujourd'hui à la douleur chronique. La douleur chronique est le premier motif de consultation dans les services d'urgence et chez le médecin généraliste. Lorsqu'elle perdure au-delà de 3 mois, elle est dite chronique. Plus de 12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques, soit environ une personne sur 5. Pourtant, plus de 70% des patients douloureux chroniques ne reçoivent pas un traitement approprié pour leur douleur et moins de 3% d'entre eux bénéficient d'une prise en charge dans un centre spécialisé. Pourquoi ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le docteur Grégory Tosti, praticien hospitalier au Centre d'évaluation de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise Paré. Docteur Tosti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour répondre aux questions de nos internautes. Nous allons donc commencer avec la première question qui nous a été posée grâce au hashtag QAE. Qu'est-ce que la douleur chronique ? Est-ce qu'il existe une définition officielle de la douleur chronique ? Alors oui, il existe une définition officielle. En fonction des références, on dit qu'une douleur est chronique lorsqu'elle dure depuis au moins 3 mois, parfois lorsqu'elle dure au moins depuis 6 mois. Donc on s'accorde à dire qu'une douleur qui dure depuis au moins 3 mois est une douleur chronique. Ensuite, on distingue la douleur chronique de quoi ? Eh bien, de la douleur aiguë. Et cette distinction est très importante parce que ce n'est pas du tout le même type de douleur et ça ne se prend pas en charge de la même manière. La douleur aiguë, c'est ce qu'on appelle une douleur système d'alarme. C'est un signal d'alarme. Par exemple, si je me blesse ou si je marche sur un clou, je vais avoir une douleur qui est brutale, qui est une douleur aiguë. Et cette douleur est un signal d'alarme de mon organisme, de mon corps, pour me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir régler et traiter le problème pour aller mieux. Donc la douleur aiguë est une douleur, un signal de protection. C'est la même chose lorsqu'on a par exemple une appendicite, par exemple, qu'on a une douleur qui est liée à l'infection de l'appendice, à l'inflammation. Et cette douleur qui est aiguë, donc qui apparaît en quelques jours ou en quelques semaines, elle oriente vers la nécessité de, 1, poser le diagnostic, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui fait que j'ai mal, 2, pour pouvoir le soigner. Et dans ce contexte-là, lorsqu'on règle le problème, lorsqu'on soigne l'appendicite, lorsqu'on enlève le clou qu'on s'est planté dans le pied, on n'a plus mal, la douleur disparaît. Donc on dit la douleur aiguë, c'est une douleur symptôme. C'est un symptôme qui oriente vers un problème à régler. La douleur chronique, c'est différent. C'est une douleur qui dure depuis plusieurs mois, depuis au moins 3 mois. Et le diagnostic a déjà été fait. On sait d'où vient la douleur. Et en principe, c'est une douleur qui persiste soit parce que la maladie ou la lésion qui génère la douleur est une maladie chronique, donc on ne peut pas la guérir, donc les lésions et les dysfonctionnements sont installés dans le corps, et donc ça génère des douleurs par des mécanismes du corps qui produit la douleur, soit parfois même la douleur reste, même lorsque le problème de santé est résolu. Ça peut arriver. Et donc la douleur est une douleur qui est installée, on sait d'où ça vient, ou alors la douleur ne devrait plus être là puisqu'on a résolu le problème, et pourtant la douleur persiste. Donc on dit que la douleur chronique la douleur a perdu son rôle de signal d'alarme. C'est plus du tout une alerte, et finalement la douleur devient encombrante, et il faut la traiter. La douleur devient à ce moment-là une maladie. Et on parle de douleur-maladie dans le contexte de la douleur chronique. Donc il y a une vraie distinction entre la douleur aiguë, qui est un signal d'alarme, et la douleur chronique, qui est une douleur maladie qu'il va falloir traiter. Ensuite, il faut bien comprendre comment ça fonctionne la douleur dans l'organisme et dans le système nerveux si on veut bien le traiter et bien le prendre en charge. Et certainement qu'un bon nombre de douleurs qui durent est lié peut-être à une manière non idéale ou non optimale de prendre en charge les différentes composantes de la douleur. Lorsqu'on a mal, donc par exemple une douleur chronique qui est liée à une hernie discale, par exemple, si on a un problème de disque entre les vertèbres, donc une douleur de dos qui est chronique, pour ressentir la douleur, il faut que le signal de la douleur aille de l'endroit où j'ai mal jusqu'au cerveau, jusqu'au disque dur de l'organisme pour pouvoir percevoir et prendre conscience que l'on a mal. Donc l'information de la douleur remonte le long des nerfs qui part de la région où on a mal. Les nerfs rentrent dans la moelle épinière, dans la colonne vertébrale, et la moelle épinière est une sorte d'autoroute. Le signal de la douleur va remonter le long des nerfs de la douleur, tout le long de la moelle épinière, et ensuite le signal de la douleur va se distribuer dans différentes zones du cerveau.
Et ce qui est très intéressant et certainement ce qui participe à la complexité de la prise en charge du traitement de la douleur, en particulier chronique, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule zone du cerveau qui traite et qui reçoit l'information de la douleur, il y a plusieurs zones dans le cerveau. Et essentiellement, il y en a 3, surtout de régions cérébrales qui va nous intéresser, pour schématiser. Il y a d'abord à la surface du cerveau, au niveau du cortex, qui permet de percevoir à quel endroit j'ai mal dans mon corps, donc au niveau du dos, et à quoi ça ressemble comme douleur. Par exemple, une sensation d'une barre dans le dos ou bien des décharges électriques. Et puis, il y a une autre zone qui est très importante, c'est au centre du cerveau, et c'est la zone de l'émotion de notre cerveau. Ça veut dire que la zone émotionnelle de notre cerveau reçoit l'information de la douleur, quelle que soit l'origine de la douleur dans mon corps. Si j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au bras, j'ai mal aux genoux, peu importe, mais le signal de la douleur va se distribuer de toute façon, et entre autres choses, entre autres lieux, dans la zone de l'émotion du cerveau. Et ça, qu'est-ce que ça génère ? Eh bien, ça explique déjà que quand on a mal depuis longtemps, ça génère une réponse émotionnelle, puisque ça active la zone de l'émotion du cerveau. On ne dit pas simplement comment tu vas ? J'ai mal au dos depuis 3 ans, j'ai très très mal, voilà, c'est tout, dénué d'émotion. Non, pas du tout. Quand on a mal, oui, j'ai mal depuis longtemps et j'en peux plus, j'en ai marre. C'est ce qu'on appelle la pénibilité émotionnelle de la douleur. Donc, à minima, quand on a mal depuis longtemps, au minimum, on est stressé, anxieux, même parfois on est déprimé. Et ça, c'est une réponse émotionnelle qui est normale, qui est naturelle, qui n'est pas liée à une fragilité psychologique. C'est que supporter la douleur depuis longtemps, ça va activer les zones émotionnelles du cerveau. Le problème, c'est que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que si je vis, sans parler du tout de la douleur, mais si je vis un contexte émotionnel compliqué et difficile, comme par exemple un deuil, un licenciement, un conflit professionnel, un conflit familial, ça génère de l'émotion négative, donc ça active mes zones émotionnelles cérébrales. Et comme à l'intérieur de cette zone émotionnelle, il y a aussi l'info de la douleur qui est traitée, ça va amplifier cette information-là, et donc je vais avoir plus mal. Et en principe, on a tous fait, plus ou moins dans notre vie, l'expérience, quand on a mal quelque part, si à un moment donné on est plus fatigué, plus stressé, plus anxieux ou un peu déprimé, on a beaucoup plus mal. Et ça ne veut pas dire que la maladie s'est aggravée. Enfin, bien sûr, bien entendu, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas d'aggravation de la maladie, bien évidemment. Mais il faut savoir que parfois la pathologie ou la lésion ne change pas. Mais si on vit un contexte émotionnel difficile, la douleur, l'expérience que l'on fait de la douleur, dans la souffrance que l'on vit, devient plus importante. Et ça, c'est vraiment lié. Encore une fois, ce n'est pas une fragilité psychologique, c'est la manière dont nous, êtres humains, organismes vivants et biologiques, qui éprouvons des émotions, c'est la manière dont la douleur est fabriquée et produite par le cerveau. La dernière zone, puisque je parlais de 3 zones essentiellement qui nous intéressent, c'est cette zone en avant du cerveau, dans les zones frontales, préfrontales, qui est la zone qui produit les pensées. Donc le signal de la douleur va aussi se distribuer dans les zones de la pensée de notre cerveau, et c'est ça qui fait qu'on développe ce que l'on appelle des stratégies cognitives, c'est-à-dire de la manière dont nous on interprète notre douleur, le sens que l'on donne à notre douleur, les croyances que l'on colle à nos douleurs. Si je crois que je m'en sortirai jamais, si je crois que ma maladie va s'aggraver, si je crois que l'opération a aggravé ou va aggraver ma situation, et les pensées qui malheureusement souvent sont négatives, qui sont générées par ma douleur. J'y arriverai jamais. J'ai une crise douloureuse qui repart, allez ça y est, c'est reparti, les médecins ne savent pas ce que j'ai, on ne peut rien pour moi, voilà. Et tout ça, c'est produit aussi par notre cerveau. Donc quand on parle de douleur, quand on dit j'ai mal, vous voyez que c'est en réalité une expérience qui est très riche, qui est multidimensionnelle. Il y a les sensations, il y a les émotions, il y a les pensées, et tout ça, c'est 100% normal, c'est 100% naturel, et c'est ce qui fait aussi, malheureusement ou heureusement, la beauté et la complexité de l'être humain. C'est très intéressant et surtout de s'apercevoir à quel point c'est complexe et multifactoriel, comme vous le disiez. Et surtout, je pense que ça déculpabilise beaucoup les gens, je pense, d'entendre ça. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire « Oh là là, j'ai encore mal parce que je ne suis pas bien, je suis fragile » ou des choses comme ça. Et... Oui, tout à fait. D'ailleurs, une chose, souvent quand les patients viennent nous voir en centre de la douleur, ils ont beaucoup entendu de la part de leur entourage, mais aussi, il faut être honnête, parfois de la part des médecins qui les prennent en charge, votre douleur, c'est dans la tête. C'est plus complexe que ça, c'est pas c'est dans la tête, c'est que l'expérience de la douleur est générée par le cerveau. Et
le cerveau, pour générer l'expérience de la douleur, il utilise plusieurs choses, dont les sensations physiques qui sont générées par la maladie ou la lésion, mais aussi les émotions et aussi les pensées. Et le fait d'avoir plus mal quand on est moins bien moralement, c'est 100% naturel. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, il ne faut surtout pas culpabiliser. D'ailleurs, il ne faut surtout pas culpabiliser. Parce que si on culpabilise, il se passe quoi? On a mal, on n'est pas bien moralement, on a plus mal. Quelqu'un va nous dire mais c'est normal, c'est dans la tête, secoue-toi, remue-toi, t'es pas bien moralement. Donc on culpabilise, mais quand on culpabilise, on fait quoi? On génère une émotion désagréable. On n'aime pas la sensation d'être coupable. Donc c'est une émotion négative. Donc ça va activer encore plus la zone émotionnelle de notre cerveau. Et donc ça va augmenter le signal de la douleur. Donc on a encore plus mal, donc on culpabilise encore plus, donc on est encore plus déprimé, donc on a encore plus mal. Et ça y est, on est rentré dans le cercle vicieux. Cercle vicieux. C'est bien dans la tête, ça se passe bien dans la tête, mais la douleur est réelle. La douleur est 100% réelle. 100% réelle, ouais. Je vais passer à une autre question. J'ai une question sur Instagram d'un auditeur qui nous dit « À 43 ans, j'ai été victime d'un accident de la route il y a 6 mois. Après une chirurgie de la jambe, je souffre de douleurs persistantes. Comment éviter que la douleur ne devienne chronique ?» 6 mois donc. 6 mois. Donc à partir de 3 mois, on est rentré dans le cadre d'une douleur qui s'est chronicisée, donc une douleur chronique, et puis là on arrive à 6 mois. Comment faire pour que la douleur ne s'installe pas? D'abord, il faut préciser que même si la douleur dure depuis 3 mois ou 6 mois, pour autant il est tout à fait possible de la traiter et si c'est traitable, de la faire disparaître. Ou en tout cas de la réduire de façon très très importante. Ensuite, ce qui est important, c'est pour éviter qu'une douleur dure, en particulier en post-opératoire, il va falloir bien déterminer de quel type de douleur est-ce qu'on parle. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a différents types de douleurs. Il y a des douleurs qui sont liées aux lésions des tissus, par exemple de l'inflammation, par exemple des douleurs qui sont liées à la cicatrisation des tissus, qui sont des douleurs qui vont passer avec le temps. Il peut y avoir des lésions, des douleurs qui sont générées par les muscles, si la rééducation qui est réalisée n'est pas optimale, parce qu'il faut éviter, lorsqu'un membre a été immobilisé longtemps, avant une opération et puis après une opération, il faut remettre de la souplesse dans les muscles, dans les tendons, les ligaments. Donc il faut faire une rééducation. Et si ça c'est pas bien fait, ça peut générer des douleurs, premièrement. Ensuite, il y a parfois des petites fibres nerveuses qui sont abîmées, soit avant l'opération, suite à un traumatisme ou une fracture par exemple, soit pendant l'opération. Et ça ne veut pas dire du tout que l'opération a été mal faite. Il faut juste savoir que des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire neurologiques, sont parfois malheureusement une complication post-opératoire. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que l'opération a été mal faite. C'est une complication plutôt classique. Et ces douleurs neurologiques, neuropathiques, se traitent d'une certaine façon. Ce sont des médicaments spécifiques qui vont prendre en charge ça. Donc il est très important que ce monsieur fasse un point régulier avec ses médecins, soit avec le médecin traitant, soit avec le chirurgien, soit avec un rhumatologue, soit avec, pourquoi pas, un médecin de centre de la douleur, pour savoir de quoi je souffre et est-ce que chacune des composantes de ma douleur, est-ce que chaque chose qui participe à ma douleur est bien prise en charge? Est-ce que je fais une rééducation qui est adaptée? Est-ce que j'ai un traitement pour mes douleurs classiques? Est-ce que j'ai un traitement si j'ai des douleurs neuropathiques? Et est-ce que la prise en charge globale est vraiment adaptée? Et comment peut-on diagnostiquer une douleur chronique? Est-ce qu'il existe un examen spécifique ou... Non, il n'y a pas d'examen spécifique. La définition de la douleur chronique, elle est vraiment, comme on l'a dit, une définition clinique, c'est-à-dire une douleur qui dure depuis au moins 3 mois. Après, par contre, ce qui est très important, et on en a parlé un petit peu, on vient de l'aborder avec la personne qui a posé la question, ce qui est fondamental pour traiter une douleur, c'est de distinguer de quel type de douleur on souffre. Et de façon schématique, il y a 3 grands tableaux de douleurs. Il y a d'abord ce qu'on appelle les douleurs nociceptives. C'est des douleurs qui sont générées par, on l'a dit, des lésions des tissus ou une inflammation. Donc par exemple, c'est des douleurs qui vont être générées par de l'arthrose, par une inflammation articulaire, par l'inflammation d'un disque pour une hernie discale. Ça peut être aussi des douleurs musculaires. Ça, c'est des douleurs qu'on appelle nociceptives. Après, il y a les douleurs que l'on appelle neuropathiques, qui sont des douleurs qui sont liées à des lésions des fibres nerveuses.
Et la troisième catégorie de douleurs, c'est ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques, qu'on appelait autrefois les douleurs dysfonctionnelles, qui sont des douleurs qui sont générées non pas par une lésion, mais qui sont générées par un dysfonctionnement des systèmes de freinage de la douleur du système nerveux. Et dans ça, on retrouve par exemple la fibromyalgie, qui est une douleur complexe, mais un des mécanismes de la fibromyalgie, c'est un défaut de fonctionnement des systèmes de modulation de la douleur. On retrouve aussi certains types de céphalées. On retrouve aussi le syndrome de l'intestin irritable, ce qu'on appelait avant le côlon irritable. C'est un des mécanismes de douleur, c'est ce syndrome nociplastique. C'est très important de faire la part, de diagnostiquer cela, parce qu'en fonction de la catégorie que l'on veut traiter de douleur, le traitement va être tout à fait différent. Et par contre, vous voyez, on parle de douleur neuropathique. Là, par contre, pour faire le diagnostic de la douleur neuropathique, bien évidemment, on a le diagnostic est clinique, encore une fois, donc vraiment le bon sens du médecin, le raisonnement clinique du médecin, en fonction des symptômes et de l'examen clinique, mais on peut avoir aussi des examens ensuite pour découvrir à quel endroit se trouve la lésion neurologique, donc l'électromyogramme, toutes sortes d'examens que l'on peut réaliser. Pour une douleur nociceptive, si on parle d'arthrose, on va pouvoir faire des radios, des scanners, une IRM, vérifier les disques intervertébraux, ce genre de choses. Est-ce qu'il existe une différence dans le ressenti ou dans la prévalence de la douleur chronique entre un homme et une femme ? Oui, alors la prévalence est plus élevée chez la femme que chez l'homme. Vraisemblablement, il y a un rôle hormonal. On pense que la testostérone a un rôle protecteur vis-à-vis de la douleur. Ça marche au niveau des récepteurs de la douleur. Les hormones ont une capacité à moduler la manière dont les récepteurs de la douleur dans l'organisme sont activés ou sont moins activés. Inversement, les hormones féminines, œstroprogestatifs, ont un rôle qui est parfois protecteur et parfois facilitateur de la douleur. Et ensuite, il faut être très honnête, il y a certainement un rôle social aussi, c'est-à-dire que la femme a moins de problèmes que l'homme à dire qu'elle a mal et à demander de l'aide, alors que certainement que l'homme a plus de mal à avouer à son entourage et à s'avouer à lui-même qu'il souffre, et un homme c'est fort, ça souffre pas, ça pleure pas, donc ça se plaint pas, alors que non, il faut surtout pas, quand on a mal, il faut faire justement demander de l'aide, faire appel à un médecin, faire des diagnostics, parce que c'est pas une bonne idée du tout de garder la douleur, de pas en parler et d'attendre qu'elle monte, qu'elle devienne insupportable pour arriver au dernier moment dans les centres de la douleur pour demander de l'aide, alors que vraiment on est arrivé à un niveau de saturation, ne serait-ce que émotionnel de la douleur. Oui, la douleur chronique, c'est parfois tabou, et comme vous le dites, surtout chez les hommes, et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de Français qui souffrent en silence. Absolument. Pour le moment, que Français, et je pense dans le monde entier d'ailleurs, je pense que ça peut s'appliquer dans le monde. Je passe à une question qu'on a reçue sur Twitter. Après une opération de l'épaule il y a 3 mois, je suis toujours sous analgésique car les douleurs sont toujours là. Quel est le risque de devenir dépendant aux analgésiques ? Alors, il faut bien déterminer ce qu'on appelle dépendance. La dépendance, si cette personne arrête de prendre les antalgiques et la douleur revient, donc elle est obligée de reprendre les antalgiques pour faire disparaître la douleur, c'est pas qu'elle est dépendante, il n'y a pas de dépendance physique ou organique aux antalgiques, c'est simplement qu'elle a besoin des médicaments antidouleurs pour ne pas avoir mal. Donc ça c'est clair. Maintenant, la vraie dépendance, quand on prend une substance et qu'en réalité, on ne peut pas l'arrêter, parce que dès qu'on l'arrête, on a ce qu'on appelle des symptômes de manque, de sevrage, ça existe. Ça va exister pour un certain nombre de médicaments antidouleurs. Classiquement, les médicaments contre la douleur, il y a 3 catégories, il y a 3 grandes classes dans la classification de l'OMS. Il y a la première classe d'antidouleurs, c'est le paracétamol, l'anti-inflammatoire, l'aspirine, donc pour des douleurs qui ne sont pas très importantes. La deuxième catégorie, catégorie 2 des médicaments antidouleurs de l'OMS, ça va être ce qu'on appelle les opioïdes faibles, donc les opiacés faibles, ça va être le tramadol, la codéine ou la poudre d'opium, que l'on retrouve dans la lamaline, par exemple, ou l'isalgie. Déjà, pour ces molécules, on a un risque de dépendance. C'est bien évidemment pas systématique, mais il y a une possibilité de devenir dépendant de ces médicaments si on en consomme beaucoup, si on en consomme beaucoup longtemps, et si on n'est pas accompagné par son médecin traitant pour savoir quand est-ce qu'on prend les traitements, quand est-ce qu'on ne les prend pas, pour moduler la prise. Et puis, il y a la catégorie 3 de médicaments
contre la douleur de l'OMS, c'est la morphine. Ce sont les morphiniques, donc la sulfate de morphine, l'oxycodone, ce genre de traitement, le fentanyl. Et oui, c'est vrai, il y a un risque de dépendance. Mais à partir de la catégorie 2, le risque de dépendance n'est absolument pas systématique. Ce type de traitement antidouleur, on essaie de les prendre de la façon la plus courte possible, en particulier pour la morphine. La morphine, on ne le prend pas au long cours, sauf dans des indications vraiment très, très particulières, comme les douleurs de cancer, par exemple. Et encore, ces traitements doivent être pris sous surveillance médicale rapprochée. C'est bien pour ça que quand on fait renouveler ces traitements-là, antalgiques, il faut aller souvent voir son médecin. On ne part pas sur 1 an de prescription de morphine sans surveillance, absolument pas. On réévalue la situation, par exemple, tous les mois. Mais certaines personnes, effectivement, développent une dépendance. Et cette dépendance, c'est, oui, c'est vrai, si on arrête de prendre le médicament, c'est pas forcément qu'on a plus mal, mais on va avoir des sueurs, on n'est pas bien, on a des tremblements, on a des nausées, voilà, des palpitations, des crampes. Ça, c'est vraiment de la dépendance aux opioïdes. Si c'est le cas, il faut bien évidemment en parler à son médecin. Mais encore une fois, lorsqu'on est suivi par un médecin qui gère ces traitements-là, les risques de devenir dépendant sont extrêmement faibles et heureusement. J'ai une internaute qui me dit « Je souffre d'endométriose profonde depuis des années et aucun analgésique que mon gynécologue ne m'a prescrit ne me soulage. Est-ce qu'il existe des alternatives ?» Oui, alors... Donc l'endométriose, c'est du tissu de l'endomètre qui se dissémine dans l'organisme et qui va se fixer dans différentes zones du corps, là où on ne devrait pas retrouver du tissu de l'endomètre. Dans certains cas, et surtout comme c'est du tissu de l'endomètre, c'est sensible aux hormones, et surtout en période menstruelle, ce tissu peut générer des douleurs très importantes. Alors, il y a plusieurs façons de prendre en charge des douleurs d'endométriose. Quand c'est pas douloureux, parce que parfois c'est pas du tout douloureux l'endométriose, on ne donne pas de traitement. Quand c'est douloureux, un des premiers traitements, ça va être un traitement hormonal. Donc ça, c'est souvent les gynécos qui s'en occupent, soit des traitements œstroprogestatifs, soit des progestatifs au long cours, précisément pour arrêter les cycles, puisque c'est pendant les cycles que les douleurs vont flamber. Ensuite, il y a d'autres traitements qui sont très utiles pour les douleurs d'endométriose, et ce sont des traitements qui vont stimuler les systèmes de contrôle de la douleur de l'organisme. L'endométriose, ça peut générer aussi des douleurs neurologiques, des douleurs neuropathiques. Là où les tissus d'endométriose se fixent, ça peut entraîner des douleurs neuropathiques localement. Ça, pour les traiter, il y a des traitements spécifiques. Donc ces douleurs-là ne répondent absolument pas aux antalgiques usuels. Ils vont répondre à des antiépileptiques ou à certains types d'antidépresseurs. Ce sont les catégories de médicaments qui vont réduire l'activité électrique du système nerveux qui sont activés par l'endométriose. Donc ça va réduire les douleurs neurologiques et en même temps ça va activer la pédale de frein de la douleur du système nerveux. Donc il y a ces traitements-là. Ensuite, il faut savoir que très souvent, l'endométriose génère des douleurs du plancher pelvien, donc des douleurs quand on va à la selle, quand on va faire pipi. Et ça, pourquoi ? Parce que la douleur génère une sorte de sidération musculaire des muscles du plancher pelvien. Donc très souvent, quand on a des douleurs d'endométriose, il est nécessaire de faire un bilan de la musculature pelvienne et de faire ensuite une rééducation périnéale des muscles pelviens spécialisés. Donc c'est certains kinés spécialisés dans cela qui s'occupent de ces thérapies. Et enfin, oui, il y a d'autres techniques comme par exemple ce qu'on appelle la neurostimulation électrique transcutanée, ce qu'on appelle le TENS, T-E-N-S, qui est un petit boîtier, un peu comme un téléphone portable, qui est relié avec des fils à des patchs électriques. Les patchs, on les positionne sur des points stratégiques du corps et ça envoie une onde électrique, une information électrique très douce. Ça fait pas du tout mal, ça fait une vibration au niveau de la pose des patchs. Et par contre, ça coupe le signal de la douleur. Donc ça peut aussi soulager. Ça, c'est une solution qui est non médicamenteuse, mais qui marche plutôt bien. Et puis ensuite, il y a par exemple des techniques complémentaires comme l'hypnose ou l'acupuncture qui fonctionnent bien pour les douleurs d'endométriose. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de choses à tester pour l'endométriose. J'ai aussi eu beaucoup de questions autour du CBD. Oui. Quel est votre avis sur le CBD et dans son rôle sur la gestion de la douleur chronique ? Oui, alors donc le cannabis, la marijuana, dans la feuille de cannabis, il y a à peu près 100 substances actives chimiques, et il y en a 2 qui peuvent avoir une utilité dans la douleur. Il y a le CBD, le cannabidiol, et le THC, le tétrahydrocannabinol.
le THC et le CBD sont deux molécules qui, dans certaines études, auraient montré un intérêt dans la prise en charge de certaines douleurs. En France, les médicaments ne sont pas disponibles, contrairement à certains autres pays, certains pays francophones notamment, qui commercialisent des médicaments qui sont des combinaisons de CBD et de THC. En France, ces médicaments ne sont pas encore disponibles. Il y a un traitement qui s'appelle le Marinol, qui est une combinaison qui est du THC de synthèse, qui peut être obtenu en France en délivrance hospitalière. Donc c'est une ordonnance spéciale en autorisation temporaire d'usage, en ATU. Mais ce traitement, on n'a pas encore les traitements de CBD ou de combinaison THC-CBD en France. On a une expérimentation qui vient de débuter dans les centres de la douleur en France sur l'intérêt de ces traitements-là, CBD-THC, dans le cadre de la douleur neuropathique. Pourquoi on ne l'a pas encore utilisé en France? Tout simplement parce que jusqu'à présent, les études qui ont été faites sont assez contradictoires. En réalité, il y a des études qui montrent qu'il y a une bonne efficacité et d'autres études qui montrent qu'il n'y a absolument aucune efficacité. Donc, pour l'instant, on n'avait pas assez de preuves scientifiques pour dire si c'est utile ou pas. Il ne faut pas oublier que l'on parle de THC ou de CBD, ce sont tout de même des substances psychoactives, c'est dérivé du cannabis, et sur le long terme, ces substances-là peuvent avoir des effets indésirables, des effets secondaires, qui sont en fait les effets secondaires du cannabis sur le long cours. Quelqu'un qui fume du cannabis pendant 5, 10, 15, 20 ans, il peut voir se développer des troubles, il faut le dire, comme des troubles attentionnels, des troubles de la mémoire, par exemple, ce qu'on appelle des syndromes amotivationnels, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir envie de grand-chose, on n'aura plus envie de rien. Donc, est-ce que ces médicaments-là peuvent agir sur la douleur? On pense que oui. On pense que ça a un intérêt, on pense que ça peut marcher, mais il faut bien déterminer sur quel type de patient ça peut marcher. Ça veut dire que ça ne va pas marcher chez tout le monde et ça ne va pas marcher sur tous les types de douleurs dont on a parlé en début d'émission, mais il y a probablement un intérêt à ces traitements, vraiment, en particulier sur la douleur neurologique, neuropathique. Ensuite, sur le CBD, je pense que le sens des questions qui vous ont été posées, c'est parce qu'on trouve le CBD dans les green shops aujourd'hui, on peut récupérer de l'huile de cannabis, de CBD dans les green shops. Donc, est-ce que ça a un intérêt? Alors, les études montrent que c'est surtout le THC qui est efficace contre les douleurs plutôt que le CBD. Mais pour autant, le CBD peut être intéressant. Alors, ensuite, je dirais, c'est un petit peu au risque et péril de la personne d'essayer, pourquoi pas. Mais voilà où on en est aujourd'hui de l'état du CBD et du THC en France. Donc, oui, ça peut avoir une utilité. Mais c'est surtout le THC qui peut être utile, ou les combinaisons CBD-THC plutôt que le CBD seul. Et on est actuellement en train de réaliser une expérimentation en France avant de prescrire ouvertement certains traitements. Et est-ce que la douleur chronique est guérissable en soi, ou est-ce qu'on peut juste la soulager et on en souffrira toute sa vie? Alors ça dépend de la cause de la douleur chronique. Parfois, après une fracture, après un traumatisme ou après une opération, peut se développer ce qu'on appelait avant une algodystrophie. Si je me fracture le poignet, on m'enlève le plâtre des semaines plus tard et puis la fracture a consolidé. Et pour autant, il y a des anomalies localement au niveau du fonctionnement des nerfs, des petites fibres nerveuses et au niveau des micro-vaisseaux, des capillaires, de la microvascularisation, des anomalies de fonctionnement qui font que je vais avoir des gonflements au niveau du poignet, ou inversement, mon poignet va devenir très froid. Donc j'ai des problèmes, des troubles vasomoteurs, et j'ai des douleurs qui vont s'installer. C'est ce qu'on appelle, si j'en remplis les critères diagnostiques, ce qu'on appelait avant une algodystrophie, ce qu'on appelle maintenant un SDRC, peu importe, mais ça génère des douleurs chroniques, parce que ce syndrome-là, il peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc on est bien dans le cadre de la douleur chronique. Pour autant, ça va se résoudre. Je vais guérir. Donc oui, ça peut guérir. Si j'ai une douleur chronique qui est liée à une hernie discale, qui dure pendant plusieurs années, la hernie discale peut être guérie, soit médicalement, soit naturellement, soit chirurgicalement. Et une fois qu'on a guéri la hernie discale, j'ai plus mal au dos. Donc ça dépend vraiment de la cause. Après, il y a certaines pathologies qui malheureusement vont générer des douleurs, des lésions qui s'installent et qui ne vont pas guérir. Je pense par exemple à ce qu'on appelle la neuropathie diabétique. Le diabète
peut entraîner un changement, une modification, une altération du fonctionnement des petites fibres nerveuses de la sensibilité, et ça peut générer par exemple des douleurs neuropathiques, alors en particulier en chaussettes, au niveau des extrémités des membres inférieurs, mais peut-être aussi au niveau des mains, où on va ressentir des décharges électriques, des brûlures, et ça, les lésions nerveuses sont installées et ne vont pas guérir malheureusement. Par contre, les traitements sont tout à fait capables soit de faire disparaître totalement les douleurs, c'est tout à fait possible, soit de les réduire tellement fortement qu'il peut y avoir une petite gêne en arrière-plan, mais on arrive tout à fait à fonctionner avec. D'accord. Et est-ce qu'il existe des endroits où on peut prendre... Donc vous faites partie d'un centre de la douleur. Donc la question qui m'a été posée, c'est est-ce que tout le monde peut prendre rendez-vous dans un centre spécialisé sur la douleur? Et est-ce qu'il existe une liste officielle qu'on peut consulter et sur lequel on pourrait prendre rendez-vous? Oui, il faut aller sur le site de la SFETD, Société française pour l'étude et le traitement de la douleur, SFETD, sur Internet, et vous avez un onglet où vous pouvez trouver la liste de tous les centres de la douleur en France. Vous avez la carte de France, vous cliquez, et puis vous trouvez les coordonnées du centre que vous pouvez contacter. Donc il y a une liste officielle, il y a un organisme officiel. Il faut savoir que les centres de la douleur ont énormément de demandes de prise en charge, malheureusement, parce qu'on a beaucoup de douleurs chroniques. Et pour accéder au centre de la douleur chronique, il faut le plus souvent un courrier de la part du médecin traitant qui adresse son patient en expliquant ce dont il souffre et qui souhaiterait que le centre de la douleur le prenne en charge. Donc, mais tout le monde peut y accéder, bien évidemment, sous recommandation du médecin traitant. Très bien. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous auriez peut-être un mot ou un take-home message à donner à nos auditeurs ? Oui, je pense qu'il est important d'expliquer que la douleur chronique, ce n'est pas une fatalité, qu'on n'a pas à vivre avec de la douleur, ou en tout cas, on n'a pas à vivre avec de la douleur à une intensité qui impacte trop la qualité de vie. Il ne faut pas avoir des douleurs. Malheureusement, c'est le lot des êtres vivants, donc on peut vivre avec certaines douleurs, mais à condition qu'elles n'impactent pas sur la qualité de vie et qu'on puisse faire ce que l'on a à faire avec un certain degré de douleur qui serait acceptable. Et la douleur chronique n'est pas une fatalité, on a des techniques qui peuvent parfois éradiquer complètement et totalement les douleurs, et on a sinon des techniques thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses qui peuvent vraiment aider à gérer au quotidien la douleur et à vivre bien et même très bien avec. Merci, Dr Tosti, pour la clarté de vos réponses. Merci à vous. Merci à vous pour votre participation à travers les questions que vous nous avez fait parvenir. Et surtout, merci pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous poser vos questions sur Twitter, Facebook et Instagram pour nos prochaines émissions Questions aux experts grâce au hashtag QAE. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires ou nous proposer des sujets qui vous intéressent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt et avec grand plaisir pour un prochain Questions aux experts sur Pourquoi Docteur, évidemment.